crois qu'on va passer à autre chose parce qu'on a... Bravo. Bravo, en tout cas, c'est excellent. Alors, on va continuer avec Michael. Donc, Michael, on lui avait donné comme sujet, ou il avait choisi parmi les sujets qu'on avait proposés. On n'a rien imposé, hein, à part à Nicolas. Merci. Et en revenant sur le sujet précédent, il y a quand même une surmortalité des jeunes hommes par suicide. Et il y a une prévalence possible des fuites veineuses chez les hommes jeunes qui interrogent parce que les chiffres qui sont proposés sont de l'ordre de 1 à 2% des hommes de moins de 25 ans. Alors, ce sont des enquêtes épidémiologiques qui sont assez mal faites, parce que d'abord, comment est-ce qu'on identifie une fuite veineuse, dans quelle population on le fait? Donc, ce sont des extrapolations qui ont une valeur un petit peu limitée. Mais s'il est vrai que cette prévalence est si élevée, on peut concevoir un lien entre, en tout cas à explorer, entre suicide et dysfonction érectile chez les jeunes, quoi. Ce qui me paraît très important dans tout ce qu'on fait, c'est que nous ne restons pas focalisés sur l'organe lui-même, mais sur les conséquences dramatiques que ça comporte. Et on va vous montrer quelques cas cliniques en suivant qui le démontrent totalement. Et ça, c'est fondamental. Et si on n'appréhende pas, c'est pour ça qu'on a voulu faire ce DU en plus, c'est que si on n'appréhende pas l'ensemble de la situation, on reste extrêmement à la fois sectaire sur le sujet et complètement à côté de l'ensemble du problème. Alors, ce qui avait été demandé à Michael, c'est de regarder à travers des données extrêmement précises que l'on recueille à chaque fois qu'on examine une maladie de la Peyronie, de voir s'il y avait des critères que l'on pouvait mettre en avant. Quand on avait depuis qu'on a mis en place le traitement par le PRP, j'avais demandé à Hélène de faire systématiquement des échographies complètes de l'albuginée et bien sûr habituelle quand il y avait une dysfonction érectile, de la recherche de maladies artérielles ou de fuites veineuses. Et donc, on avait emmagasiné un nombre de données très importantes et ce qui a permis de créer cette étude que Michael va vous exposer. Donc, simplement avant de commencer, pour que ceux qui n'ont, comme on n'a pas pu mettre les diapos, je ne sais pas pourquoi ça a sauté, de l'imagerie échographique, c'est que de façon transversale pour les médecins vasculaires, on enregistre au moins 3, en fait habituellement on enregistre 5, mais l'étude a porté sur 3 études de l'échographie millimétrées sur l'albuginée dorsale, latérale, ventrale éventuellement, au niveau proximal, au niveau moyen et au niveau distal du pénis. Exactement. Donc, ouais, donc l'idée, c'était de... Donc, le sujet, c'est la modélisation et la standardisation de l'évaluation... Parle un peu plus fort. Okay. Donc, le sujet du mémoire, c'est la modélisation et la standardisation de l'évaluation de l'échographie dans la maladie de la Peyronie. Initialement, donc pendant très longtemps, la maladie de la Peyronie, c'était un diagnostic clinique et que clinique, qui était découvert par le chirurgien à la Peyronie en 1743. Donc, ces caractéristiques cliniques, c'était la palpation des petites plaques, la courbure de la verge, avec un rétrécissement de la verge qui pouvait être associé ou pas. Donc, l'idée, c'était de
de voir quel pouvait être l'impact de l'échographie Doppler dans cette pathologie. Avec notamment, on sait que c'est lié à différents micro-traumatismes répétés qui va entraîner une cascade inflammatoire qui va aboutir à un épaississement de l'albuginée. Donc l'échographie Doppler a surtout voulu évaluer l'épaisseur de l'albuginée dans cette pathologie et d'en déterminer son retentissement clinique. Donc, dans cette étude, il y a eu deux groupes. Donc, deux groupes constitués chacun de 75 patients. Donc, avec un groupe avec des patients qui venaient pour maladie de la Peyronie et un groupe qui venait pour autre chose. Donc, c'était une étude comparative, rétrospective, observationnelle. Les patients avaient pour âge médian 52 ans. Et donc, du coup, ce qui a été retrouvé, donc, quand on parle d'épaisseur de l'albuginée, donc après une étude avec la courbe ROC, c'est que en fait, on parle d'une épaisseur pathologique à partir de 1,95 mm. Et ça a été surtout localisé au niveau dorsal basal, donc avec une sensibilité de 91% et une spécificité de 43%. Donc, lors de cette étude, donc, on a pu comparer, donc, comme a dit Ronald, l'épaisseur de l'albuginée à 3 niveaux, donc en proximal, en médiane et en distale. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que cette épaisseur de l'albuginée est nettement supérieure, si ce n'est le double, dans la maladie de la Peyronie que chez les patients qui ne sont pas atteints par cette pathologie, avec en moyenne une épaisseur à 3 mm, pour faire simple. Donc, après, ce qu'on a constaté, c'est que avec des diagrammes et des tableaux reprenant l'âge des patients et en corrélant par rapport à l'épaisseur de l'albuginée chez ces patients-là, ce qu'on constate, c'est que plus l'âge des patients augmente, plus l'épaisseur de l'albuginée dorsale médiane augmente, et ceci davantage que l'albuginée au niveau dorsal distal. Ça, c'est une première chose. Après, ce que l'on a constaté, c'est que, donc du coup, c'est-à-dire que c'est une maladie qui est évolutive. Donc après, ce qu'on a constaté comme deuxième marqueur, c'est que l'épaisseur de l'albuginée en dorsale médiane influe davantage sur la courbure de la verge, donc sur l'angulation, que à sa partie dorsale basale. Donc ça, c'est encore une donnée qu'on n'avait pas avant. Donc du coup, c'est en dorsale médiane, ça influe davantage qu'en dorsale basale, et on n'avait pas de corrélation sur l'angulation au niveau dorsal distal. Comme autre point, c'est que finalement, le rétrécissement du diamètre de la verge a été retrouvé chez un quart de ces patients, que la présence de calcification au sein de cette albuginée est présent chez 18% de ces patients la Peyronie, et que quelque part, quand on se posait la question, est-ce que la présence de calcification de l'albuginée augmente l'épaisseur, est-ce que la présence de calcification augmente l'épaisseur de l'albuginée ou pas? En fait, pas du tout. Il n'y a pas du tout de différence significative. Donc en fait, finalement, lorsqu'on reprend tous ces résultats, donc on a plusieurs choses à dire, c'est que là, on a réussi à mettre un cut-off sur cette albuginée épaissie. Ce cut-off, finalement, il se fait à partir de 1,95 mm. Finalement, on peut dire, si on arrondit, on peut dire à 2 mm, en fait. Donc, à partir, finalement, de 1,95 mm, on a une albuginée qui est trop épaisse. Et que, du coup, on peut dire que cette albuginée, elle est épaissie, comme on voit sur les différentes épaisseurs dorsale, basale, médiane et distale. Cette albuginée est épaissie de façon diffuse et pas en un seul point, que c'est une maladie qui est évolutive et que ça a surtout un impact en termes cliniques au niveau dorsal médian. Donc, quelque part, si je dois conclure ce petit topo, c'est donc,
la maladie de la Peyronie, c'est une maladie inflammatoire qui est diffuse sur la verge et donc du coup le rôle de l'écho-doppler pénien est essentiel dans le dépistage et donc du coup va permettre de caractériser cette albuginée, donc cette épaisseur d'albuginée, et surtout elle va aussi avoir un rôle pour le suivi, notamment dans le cadre de la prise en charge par le PRP. C'est comme ça qu'on suit les patients du coup au centre et qu'on voit que les patients réduisent à la fois l'angulation lorsqu'ils prennent des photos et sur le plan échographique, lorsqu'on mesure l'épaisseur de l'albuginée, on voit que c'est bien corrélé à cette diminution de la courbure. Très bien. Hélène, tu veux faire un commentaire? Non, je suis très intéressée par ces résultats que je n'attendais pas forcément et c'est très intéressant de savoir que c'est la dorsale médiane qui est la plus significative au niveau de la courbure. Ça, au niveau clinique, exactement. Oui, ça, c'est très, très, très intéressant. Bon, non, je crois qu'il faut que tout le monde s'habitue à apprendre à étudier la maladie de la Peyronie de cette façon-là, parce que effectivement, c'est une maladie diffuse de l'albuginée, pas seulement comme le pensent les urologues, à l'endroit où c'est le plus épais. L'albuginée est souvent malade sur toute la longueur. Exactement. Voilà. Ça, c'est... À cet égard, j'ai une question. L'épaississement de l'albuginée donc, se fait de manière diffuse chez les malades de la Peyronie, mais ça atteint et dépasse le seuil de 1,95 ou c'est juste par rapport à une moyenne Non, c'est ça. En fait, c'est que c'est considéré comme pathologique à partir de 1,95. Mais on pourrait avoir une plaque à 3 et puis le reste strictement normal. Moi, j'ai compris. Mais non, justement votre message, c'est que donc ma question, c'est cette augmentation, elle se fait au-delà de 2 mm ou enfin, c'est plus de 2 mm à peu près partout. La plupart du temps, oui. La plupart du temps, oui, absolument. C'est-à-dire que ça couvre absolument toute la longueur du pénis, et alors avec des épaisseurs variables selon les patients. Par certains, le maximum étant distal, d'autres le maximum étant médian, d'autres le maximum étant proximal, mais ça atteint, c'est au-delà de 2 mm sur toute la longueur. Oui, oui, absolument. Et donc, d'ailleurs, lorsqu'on reprend les résultats de l'épaisseur de l'albuginée en dorsale, basale, médian et distal, en fait, la moyenne, elle est tous sur les trois paramètres, elle est à 3 mm, plus ou moins 1 mm. Donc, en fait, elle est chez tous à au moins 2 mm, si ce n'est plus. C'est toute la longueur, en fait. Christophe Bonin veut faire un commentaire? Non, je voulais juste savoir, évidemment, ça a été fait dans le cadre d'une échographie sans injection de drogue vasoactive. Je ne sais pas préciser, mais j'imagine que c'est le cas. Oui, absolument. Toutes ces mesures ont été faites sans injection, pour la bonne raison que, comme nous traitons les patients par la suite, on réitère ces mesures à chaque traitement et que, bien évidemment, on ne les injecte pas. Donc, c'est les mesures de base sans injection. D'accord. Ça pose des questions de physiopathologie de la maladie du Dupuytren, puisqu'il y a cette idée qu'il y a une association entre traumatisme et déclenchement de la maladie. Du coup, est-ce que on progresse plutôt vers une idée qu'il y a une modification globale de l'albuginée Alors, à l'heure actuelle, ce sera peut-être l'objet d'une autre étude d'un autre étudiant où justement, en posant la question, en fait, la notion réelle de traumatisme est relativement rare chez les patients qu'on interroge. Alors, il y a, je ne vais pas contredire Hélène, statistiquement, oui,
je crois qu'il faut faire la différence entre macro-traumatisme et micro-traumatisme. Il y a des choses évidentes que les urologues nous envoient d'ailleurs maintenant, enfin certains groupes, et je regrette que Marie n'ait pas pu être là puisqu'elle est à la tête de ce groupe de jeunes urologues, c'est que il y a les maladies, il y a les conséquences des ruptures albuginéales traumatiques, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le faux pas du coït. Et là, on peut voir, d'ailleurs, qui arrive pratiquement dans la plupart des cas sur la partie médiane et distale du pénis, et dans lesquels on va pouvoir voir à l'échographie, dans les mesures médianes et surtout de base, un aspect normal du pénis. Et c'est comme ça qu'on peut faire la différence d'ailleurs entre véritable traumatisme et facteur déclenchant d'une maladie de la péronie. Hein. Et puisque dans la pathologie, dans l'explication physiopathologique de la maladie de la péronie, les micro-traumatismes au cours de la vie sexuelle, mais qui ne sont pas des faux pas, mais ils sont simplement la répétition d'actes plus ou moins, pas violents, mais en tout cas importants, qui peuvent faire des micro-traumatismes, des micro-hémorragies dans cette albuginée, qui sont réputés pouvoir donner un démarrage de maladie de la péronie. Mais tout ça pour dire et pour appuyer ce que dit Hélène, à la fois la prise en charge et le traitement de la maladie de la péronie aujourd'hui doivent passer par l'échographie, et les médecins vasculaires en particulier doivent ajouter ça à leur panoplie. Oui, je voulais juste ajouter que, bien entendu, il est nécessaire pour cela d'avoir une sonde extrêmement superficielle et de très bonne qualité, et faire toujours les examens avec la même sonde. Des questions ou des commentaires? J'aurais une question, enfin plutôt une remarque. Christophe Bonin. Oui, Oui, j'explore pas mal de maladies de la péronie. En fait, ce que je recherche, moi, c'est une rupture de calibre. Et ce que je retrouve assez fréquemment, c'est une rupture de calibre. Les cas où il n'y a pas de rupture de calibre sont quand même, à mon avis, plus rares. Alors, c'est vrai que je suis un petit peu étonné de cet aspect-là des choses. Je ne sais pas quel est votre sentiment, mais vraiment, quand on regarde l'albuginée, alors c'est vrai que moi, je mesure lors d'un pharmacoéchodoplaire pénien. Mais en fait, l'objectif, c'est de voir s'il y a un épaississement de l'albuginée. Donc, vraiment, lors d'un pharmacoéchodoplaire pénien, ce que je cherche, c'est une rupture de calibre, et on la trouve relativement fréquemment. On mesure l'albuginée sur un secteur supposé sain. On retrouve des valeurs de 1 mm qui correspondent à peu près à la littérature, et sur des plaques qui sont parfois très bien individualisables, on retrouve des épaisseurs jusqu'à 3 ou 4 mm parfois. Alors, ça peut être moins important. Voilà. Enfin, en tous les cas, c'est ma façon de faire. J'aimerais avoir la vôtre et savoir comment vous envisagez l'échographie ou l'échographie sous stimulation, et quel est le mode d'examen finalement le plus pertinent. Voilà, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, à tous. Alors, qu'est-ce que tu appelles une rupture de calibre exactement? Une rupture de calibre. Eh bien, comme dans une plaque athéroscléreuse, tu as une augmentation de l'épaisseur intima média, enfin plutôt une augmentation de l'épaisseur intima média par rapport à une paroi normale. Là, je recherche l'augmentation de calibre adjacente à une paroi normale. C'est comme ça que moi, je localise les plaques de la péronie. Je regarde évidemment le diamètre de l'albuginée, je vois s'il est régulier sur toute la circonférence, et je recherche une rupture de calibre, c'est-à-dire une augmentation de calibre, aussi bien en coupe transversale qu'en coupe longitudinale. Alors, pas toujours facile, parce que la rupture de calibre, excuse-moi Hélène, la rupture de calibre surtout en coupe longitudinale, elle est parfois très progressive. Voilà, en tous les cas, c'est mon sentiment.
Oui, mais justement, elle est très progressive. Et en fait, cette étude montre que, alors parlons sans stimulation, sans injection. Cette étude montre que, en fait, il n'y a pas une rupture brutale de calibre la plupart du temps, mais une variation de l'épaisseur, mais que cette augmentation d'épaisseur est la plupart du temps sur toute la longueur de l'albuginée, avec des variations selon les patients où l'épaisseur maximum est à un endroit donné, mais le reste de l'albuginée est quand même aussi plus épaisse que la normale partout. Et bien évidemment, ensuite, la première fois qu'on examine les patients, la plupart du temps, on fait un examen ensuite avec injection pour voir un petit peu les conséquences, pour apprécier les conséquences, disons, de cette maladie de la péronie, pour mesurer leur courbure de départ. Et bizarrement, l'importance de la courbure n'est pas proportionnelle, enfin moi c'est ce que j'avais vu, par rapport à l'albuginée lors de la stimulation. Parfois, il y a des albuginés qui ne sont pas qui ont bien réagi, c'est-à-dire qui ont encore une élasticité, mais qui entraînent des courbures très importantes de la verge. Donc, c'est pour ça que nous, on s'est contenté de faire uniquement toujours l'examen de départ et les examens ensuite sans injection, pour pouvoir comparer au fur et à mesure ce qui se passe. Oui, je comprends bien ce que tu dis. Je trouve que ces résultats enfin, moi, me déstabilisent un petit peu. Ça aurait peut-être été intéressant de voir si les résultats se modifient lors d'un pharmaco-écodoppler, en fait. Est-ce qu'on retrouve des résultats superposables, mais après injection? C'est-à-dire qu'après nous, ce que l'on apprécie, disons, au cours du traitement, c'est la diminution de la courbure, parce que le patient prend des photos et au fur et à mesure, on a une diminution de la courbure qui est parallèle à la diminution de l'épaisseur de la plaque. Oui, je sais. Alors, Moi, ça me déstabilise ces résultats parce que c'est un petit peu vraiment. Je trouve que sous pharmaco, on les explore relativement facilement. Je n'avais pas imaginé qu'on puisse les explorer aussi également sans injection. Je ne sais pas quelle est la meilleure méthode. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que sous pharmaco, les résultats que vous retrouvez pourraient être superposables? C'est une question que je pose. Ils vont être modifiés et on va conclure pour passer à autre chose parce qu'on a beaucoup d'autres pour que tout le monde puisse présenter. Mais on pourra en rediscuter, Christophe. Ce qui va être le seul intérêt, à mon sens, de l'injection pharmacologique, c'est de voir les endroits où l'albuginée encore saine peut se modifier et s'allonger. Si tu fais un malade qui n'a pas de maladie de la péronie, son albuginée sans préparation pharmacologique va être toujours à moins de 2 mm, bien sûr, entre 1,5 et 2. Et quand tu vas le mettre en érection complète, eh bien, cette albuginée va arriver à être à moins d'1 millimètre, puisqu'elle va avoir distendu ses fibres circulaires et ses fibres longitudinales, puisque l'albuginée a 2 couches, et on va avoir une modification. Donc, dans l'idéal, peut-être que ça serait intéressant d'avoir les deux aspects de mesure,
et ça serait un travail à faire ultérieurement. Mais je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est de donner un outil à tout le monde d'exploration simple, échographique, sans intervention pharmacologique, pour avoir aussi une étude comparative quand on fait les traitements, comme les traitements par le PRP, ou même si on veut apprécier d'autres méthodes qui sont utilisées par ailleurs, comme les ondes de choc et autres, pour voir si on fait quelque chose d'utile. Voilà un petit peu pour conclure le débat, mais on pourra le reprendre plus tard. Et peut-être si tu peux nous amener justement des études bien documentées sur l'écho après injection, mais il faut faire l'écho avant l'injection et après l'injection et avoir un aspect comparatif. Ça pourrait être un travail très intéressant. Voilà, on va peut-être remercier Michael